Dans le podcast AWS en français cette semaine, on parle d'une mauvaise configuration qui amène une très mauvaise surprise côté facturation. Ça peut vous arriver aussi, et en écoutant ce podcast, on va vous montrer comment éviter ce genre de surprise. Le podcast en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, merci de nous suivre sur le podcast AWS en français. Vous êtes de plus en plus nombreux toutes les semaines à nous écouter sur les différentes applications, Deezer, Amazon Music, Spotify, Google, Apple Podcast et bien d'autres. Laissez-nous des feedbacks, laissez-nous vos commentaires, dites-nous de quoi vous parlez, de quoi vous avez envie qu'on parle en tout cas. Comme ça, on peut planifier d'autres épisodes du podcast AWS en français. Cette semaine, je vais vous raconter une histoire. Je ne suis pas tout seul, mais je suis accompagné de Frédéric, qui est consultant IT dans une boîte à Luxembourg. Et c'est l'histoire, vous avez presque tous peur de cette histoire, que ça vous arrive à vous, et cette histoire est arrivée à Frédéric, c'est de se réveiller un matin et d'avoir une note AWS faramineuse. Alors elle n'était pas exorbitante, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais quand même, ça fait un choc. C'est là qu'on panique sur les réseaux sociaux, qu'on fait « Ah, comment j'en suis arrivé là ?» et je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter pour ça. Donc on va décortiquer ce qui s'est passé, décortiquer quels sont les moyens que vous pouvez mettre en place pour éviter que la même histoire vous arrive, quelles sont les leçons apprises, bref, comment bien utiliser le cloud pour pouvoir dormir tranquille la nuit et pas se réveiller un matin avec une note. Bonjour Frédéric, une note de combien ? Bonjour Sébastien, c'était relativement léger, on va dire 1500 €. Mais quand même, ça fait... Mais quand même, quand c'est pour, on va dire, pour rien, ça fait cher. Alors, dis-nous ce qui s'est passé. Donc, tu es dans une boîte de consulting, vous démarrez sur AWS, vous n'avez pas des milliers de clients qui utilisent AWS. Donc, on est dans une configuration, je suis nouveau sur le cloud, on peut dire ça, en phase d'apprentissage ? Globalement, oui. En phase d'apprentissage, on a des comptes qui ont été créés au niveau de notre société, une organisation au niveau AWS, et donc on a des comptes pour apprendre. C'est pour jouer. Pour jouer. Et un budget défini pour jouer ? Normalement, oui. Environ 250 € au niveau de la société. Ah ouais. Mais pour faire des petits tests ici et là, c'est déjà pas mal. Et alors je dis vous parce que vous êtes plusieurs évidemment, mais bien, tu apprends, vous apprenez, c'est quoi ? C'est de l'infrastructure, des virtual machines, de l'EC2, du S3, du Lambda, du VPC, des VPN, un peu surtout côté infrastructure. De l'infrastructure, puisque c'est notre core business. Et je me réveille un matin et je vois ton message sur Twitter. Comme ça, j'explique aussi aux auditeurs du podcast AWS en français les coulisses du podcast. Un message que tu avais envoyé tard le soir, 11h30. Oui. J'avais été dormir tôt ce soir, donc je ne le vois pas. Je dis, Seb, j'ai 1500 $ de facture en 2 jours. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je peux faire etc. Qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, c'était un petit test avec un script en Lambda. Alors, l'histoire est aussi liée un peu à ChatGPT, parce que je code beaucoup en PowerShell et donc beaucoup de code Windows. Et je voulais un peu me lancer sur Lambda, parce que justement, en écoutant les podcasts, j'ai des idées qui me sont venues. Justement, les podcasts AWS en français. Et je voulais faire un script qui va lire dans un bucket S3 et qui me génère un fichier HTML pour avoir les références de tous ces fichiers, pour avoir une sorte de référence pour cliquer beaucoup plus vite, accéder directement à mes fichiers dans ce bucket. Donc, oui, ça c'est une fonctionnalité qui est présente sur Apache ou sur Nginx, voilà. Par exemple, on peut lui dire tu génères un fichier HTML dynamiquement avec tous les fichiers de la directory à servir. Et donc tu voulais faire une fonction lambda exposée par une API Gateway, je suppose, qu'on peut appeler. Oui, c'est en fait avec un trigger qui est un nouveau fichier sur le bucket S3. Ah oui, donc tu mets un fichier sur ton bucket S3, ça trigger une fonction lambda qui génère un HTML, voilà. Et ton bucket S3 est public ou semi-public, voilà. Et donc tu peux accéder à cet HTML-là pour avoir une liste des fichiers, simplement cliquer sur le fichier et le télécharger, comme le ferait la page index d'un Apache par défaut. Exactement, c'était l'idée. Et donc, ChatGPT, je lui pose la question, et c'est ça qui est impressionnant avec ChatGPT, je lui sors ça en littéraire, et il me sort un très beau code Python, avec exactement ce que je veux. Donc,
j'implémente en fait cette fonction vraiment quasiment un copier-coller. Simplement, je dois changer les noms de mes buckets et des choses comme ça. Et je l'essaye. Et ça fonctionne vraiment tout de suite très bien. J'ai mon fichier HTML qui est généré avec mes références et ça fonctionne. C'est incroyable ça. Enfin, j'avais pas prévu de parler de ChatGPT ici, tout le monde le fait. Mais sur simplement la description, il a été suffisamment intelligent, je n'aime pas dire intelligent, mais il a compris qu'il fallait lire, donc faire un list operation, l'API c'est list, et générer un HTML correspondant. Exactement. Mais c'est vraiment... il me l'a sorti instantanément. Donc, comme on voit que ChatGPT, beaucoup de gens font des tests, mais c'est vraiment comme de la publicité, je dirais. Il m'a sorti un code parfait. Presque. Presque. Sinon, je ne serais pas là en train de parler. Sinon, je ne serais pas là en train de parler, c'est sûr. Mais disons qu'il a fait exactement ce que j'ai demandé. Ouais. Et donc, je copie ce code dans Lambda. Ça fonctionne. Je fais des tests et mon fichier est bien généré. Et je dirais, je check ça pendant une dizaine de minutes et je regarde du logwatch pour voir si les triggers sont bien bons, les métriques. Tu fais un test. Voilà, je fais des tests. Je upload des fichiers, il me génère à chaque fois un HTML. Et donc c'est la fonction lambda qui se déclenche sur l'arrivée d'un fichier dans le bucket S3. Voilà, quand on configure le trigger, on dit je veux à tout nouveau création d'objet dans le bucket S3. Il génère la fonction, le lambda est exécuté. Important aussi, je me souviens que tu as fait ça pendant tes vacances. Donc oui, pendant mes vacances, donc un petit peu en faisant d'autres choses, donc pas spécialement concentré. Et donc après 10 minutes de test, je me suis dit, j'étais assez content de mon résultat. Et donc j'ai quitté la console AWS. Donc je ferme le laptop. Je ferme le laptop. À autre chose. Et donc 3 jours se passent. Le week-end. Voilà. Et je me reconnecte par hasard sur ma console AWS et je constate qu'en fait que dans les logwatch, tous les métriques sont au maximum. Donc j'ai vraiment des pics dans tous les sens sur mes buckets S3, sur ma fonction lambda. Tout est à fond. Et donc tu décides de creuser un peu plus. Donc je me dis, bon, il y a une erreur. Comme j'avais fait qu'une seule chose, je suis sûr et certain que c'est ça. Mais je me dis que... en fait, oui, c'est ça. Un détail, c'est que mon compte n'a pas d'accès à la facturation. Parce que c'est un compte d'organisation. C'est un compte d'organisation et la partie billing m'est complètement cachée. Ouais, ça c'est un des challenges quand on gère du billing, c'est qu'il faut explicitement activer les autorisations pour voir le billing. Voilà. Et si on n'est pas root sur le compte, on ne peut pas faire ça. Donc je vois que j'ai des métriques qui vont un peu qui vont très haut, mais comme je vois pas directement l'impact de tout ça, heureusement comme c'est une organisation, on va dire en test, je sais où aller trouver le compte master pour aller au niveau de l'organisation. Et je me connecte avec ce compte-là. Et là, mon cœur s'est arrêté de battre pendant une demi-seconde parce qu'on était déjà à 1200 euros, enfin 1200 $. 1200 $ après 3 jours d'exécution. Après 3 jours d'exécution. Donc, on va dire à 500 $ la journée. Et juste sur Lambda et S3. En fait, il y avait les 2 tiers qui étaient sur S3. Enfin, les 2 tiers du coup venaient d'S3 et 1 tiers venait de Lambda. Parce que c'était sur S3 qu'il y avait le plus de requêtes en fait. Comme il allait lire en permanence. Alors qu'est-ce qui se passait? Oui, justement, c'était quoi le problème de configuration ou dans le code dans le code, c'était tout simplement que je réécrivais dans le même bucket. Donc je faisais une boucle. C'est-à-dire la fonction lambda générait l'HTML comme tu l'as expliqué, elle allait l'écrire dans le même bucket que celui qu'elle monitorait. Voilà. Et donc chaque fois qu'elle réécrivait la fonction la page HTML, ça déclenchait la fonction lambda pour régénérer une nouvelle page HTML qui était réécrite dans le bucket. Et donc c'était une boucle entre lambda et S3. Exactement. Et donc la fonction lambda était appelée des milliers de fois. En fait, elle était appelée en permanence. Et il y a les métriques par défaut sur AWS, il faisait 1000 itérations à la fois en fait. Et donc... heureusement, à ce moment-là, dans mon bucket, il n'y avait pas beaucoup de fichiers, puisque c'était du test.
mais il lisait donc énormément et il écrivait à chaque fois énormément. Donc les métriques, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais les métriques S3, c'était quoi? C'était le nombre d'opérations get et put. Oui, get, put et list peut-être. Et donc après 3 jours, il y avait, je crois, 150 millions, si je ne me trompe pas, de requêtes qui avaient été faites. Et côté Lambda, c'était les invocations. C'était les invocations et le temps CPU. Et le temps CPU, et comme ça faisait un trigger quasiment instantané, c'était toutes les valeurs maximales qui avaient été allouées à la fonction Lambda, qui étaient utilisées de manière permanente. En étant synchro, enfin je veux dire, il n'y avait pas de scalabilité de la fonction Lambda, puisque c'est une fonction, un container suffisait à répondre chaque fois à un appel de S3. Ça aurait pu être plus grave. Donc. Disons que voilà, c'était globalement, tous les métriques étaient au maximum. Alors, il y a 2 réactions là. La première, il faut arrêter la boucle, je suppose, et puis il faut s'occuper de la facture. Donc, commençons par l'aspect technique. Alors, l'aspect technique, c'était très simple. Comme, on va dire, c'était des environnements de test et compagnie. Il y a un gros bouton throttle sur la fonction qui sert justement à la réduire au silence. Donc, j'ai directement cliqué dessus pour arrêter la fonction lambda. Et dans mon cas, comme c'était pas de la production, je l'ai même supprimé pour être sûr que la source et le mal étaient disparus. Ensuite, dans mon cas, c'était à peu près tout, puisque j'ai la chance que je savais exactement ce que j'avais fait, et quand j'ai vu, on va dire, les métriques, je n'avais fait qu'une seule chose. Donc, ça doit être différent pour quelqu'un où il y a beaucoup d'opérations qui sont faites. Donc ici, dans mon cas, c'était assez facile. Et puis, il y a l'autre partie, c'est la facture. Alors, à part envoyer un message comme une bouteille à la mer sur Twitter... Voilà. Disons que comme je suis un bon auditeur du podcast, je me suis dit, Sébastien sera sans doute de bons conseils. Donc j'ai envoyé un petit message sur Twitter. Et puis un peu en reprenant on va dire ses esprits, je me dis je vais directement ouvrir un ticket au support, qui est on va dire la réaction la plus logique. C'est ce qu'il faut faire. Et donc j'ai ouvert un ticket au support dans la catégorie billing, en disant erreur de manipulation qui amène une facturation élevée. Pouvez-vous m'aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, j'aimerais juste rajouter un point, c'est que quand on voit au niveau du billing dashboard que c'est catastrophique, c'est que c'est pas encore fini. C'est parce que le billing dashboard a une latence. Donc quand on voit déjà qu'on est assez élevé, eh bien c'est pas fini. Donc il faut encore attendre moins 24. Après. Et moi, quand j'avais été voir, je crois que j'étais à environ $1000 ou $1100. Et donc c'est monté jusqu'à 1400 plus ou moins, si je me souviens. Et donc il y a en plus ce stress-là de se dire c'est pas fini, mais bon, quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà, quand est-ce que ça va s'arrêter, et faire des refreshs sur la page. Oui, à part stresser, ça sert à rien. À part stresser, ça servira à rien. La bonne chose à faire, c'est d'avoir coupé, en tout cas, la source. Ça montera jusqu'à ce que ça s'arrête, mais il n'y a plus rien à faire à part couper la source du problème. Et donc, quand j'ai ouvert le ticket, le support m'a répondu, mais en plus j'ai un compte basique, on a un compte basique de support basique, je crois qu'il m'a répondu même pas dans l'heure. Non, pardon, je suis désolé. Quand j'ai ouvert le ticket, j'ai demandé un chat. Oui. Et j'ai pu donc chatter avec une personne du support qui, déjà très compréhensif, a tout de suite pris il a regardé les comptes, ce qui se passait au niveau des métriques, et puis il m'a dit tout de suite, oui, je vois qu'il y a une pique sur ce compte qui est totalement anormal, inhabituel, puisque c'est un compte que j'utilise depuis plus de 5 ans, et de manière générale, j'ai $50 de billing par mois. Là, on était donc à ce moment-là à plus de 1000 euros sur 3 jours.
Donc 30 fois plus, enfin 20 fois plus pour 1000 et presque 30 fois plus au total de l'épisode. Voilà. Et donc, il a dit, en effet, c'est pas normal, je vois que tout est arrêté, je vais mettre le compte en monitoring pendant 24 heures pour voir qu'il n'y a plus de problèmes de ce genre. Et il me dit, je vous recontacte dans 24 heures. Donc, suite à ça, on a été en contact puisque tu as vu mon message. Et donc, on a discuté de la situation, mais comme le support était déjà sur le coup, donc on a attendu. Donc, en effet, en attendant, j'ai vu que la facture est montée jusqu'à 1400 et quelques. Et le support me rappelle le lendemain. En plus, très vite, une assez bonne nouvelle qui me dit « J'ai vu votre compte pendant 24 heures, en effet, c'est arrêté. C'est on va dire, une erreur... configuration. De configuration. Et ils ont donc fait une note de crédit à titre de one-time exception. » Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils appellent vraiment one-time. Enfin, je veux dire, si ça se reproduit... Mais c'est ça. Bon, disons que ils ont fait la note de crédit qui était... Sans poser de questions. C'est un peu comme sur Amazon.com ou FR, quand on achète des bouquins ou qu'on achète quelque chose et qu'on le renvoie, ils ne posent pas de questions, ils remboursent et puis voilà. Globalement, oui. C'est pour ça que ton histoire m'intéressait, et quand on en a parlé sur Twitter, je t'ai proposé de venir en parler dans le podcast, et je t'en remercie d'ailleurs, parce que comme on en a parlé en préparant cet épisode, la source, c'est une erreur de configuration, mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs de configuration, et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs, c'est en se plantant qu'on apprend, et c'est quelque chose que dans mon équipe de relations développeurs, on voit souvent sur les réseaux sociaux des bouteilles à la mer, parce que c'est vraiment une bouteille à la mer, en disant j'ai 1000, 1500, alors ici c'était pour une société, ça n'aurait pas été catastrophique, c'est une conversation désagréable à avoir avec son manager, mais ça ne mettait pas la vie de la société en jeu. Parfois les montants que je vois passer sont autrement plus dramatiques, ou pour des étudiants, où là, $1 500 pour un étudiant, ça serait catastrophique également. Et comment le dire gentiment, il y a le billing et les protections sur les comptes débutants, les comptes d'apprentissage, devraient, à mon opinion, et je m'engage à dire ça, devraient être plus encadrés sur AWS pour éviter ce genre d'erreur. Il ne l'est pas. Heureusement, le support est là derrière et nettoie l'ardoise et ne pose pas de questions et refait une note de crédit. Et l'argent n'est même pas sorti de la carte de crédit du compte dans ce cas-là. Ça a probablement été crédité avant la facturation. Directement, oui. Mais je voulais profiter de cette histoire pour la partager avec les auditeurs du podcast AWS pour dire ça peut arriver, c'est la réalité, on le reconnaît. Si ça vous arrive, paniquez pas, le support est là et le support rembourse. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut apprendre et quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour éviter que ce genre d'erreur arrive aussi. Et si vous nous écoutez aujourd'hui, que vous avez un compte perso, pas un compte d'entreprise, voire même un compte d'entreprise, puisque toi, c'est arrivé sur un compte d'entreprise, soyez sûr de mettre ces mécanismes en place. Qu'est-ce que tu as changé après ça? Eh bien, en fait, comme beaucoup de choses, c'est aussi un concours de circonstances. Fin d'année, tout le monde en vacances, donc quand on met, donc ce qui a été mis en place, c'était les alertes, tout simplement au niveau du billing, du budget. Donc, on peut mettre des alertes sur des budgets spécifiques ou quand on franchit certains caps. Et donc, c'est ce qui a été mis en place chez nous parce que ça n'avait pas été fait, tout simplement. Parce que comme, en fait, c'était un compte qui avait été... C'est une organisation qui avait été créée pour du test. Donc, il n'y avait pas de production, il n'y avait pas un besoin à première vue de mettre ce genre de choses en place. Et cette expérience nous a permis de se dire que oui, on peut faire des erreurs et c'est bien d'être prévenu avant, puisque ce sont des mécanismes qui existent et qui sont vraiment très faciles à mettre en place. Oui, c'est quelques clics. On va dans la partie AWS budget. Vous cherchez au-dessus dans la console, dans la barre de recherche. Vous définissez votre budget par mois, par région, par compte, etc. Et vous associez des alarmes. Dire voilà, je vais être prévenu à 50% de mon budget, à 80% de mon budget, à 100% de mon budget. Vous pouvez mettre des alarmes par email, par SMS.
En gros, n'importe quoi qui est SNS, oui, SNS peut être prévenu. Ça veut dire que vous pouvez aussi déclencher des fonctions lambda qui on pourrait imaginer des trucs de fou, d'aller tout effacer dans un compte. Il y a des librairies open source qui existent pour ça, à utiliser à vos risques et périls. En tout cas, tout ce qui coûte de l'argent, c'est éteindre ou mettre en stop des instances de machines virtuelles. Dans ton cas, ça serait plus difficile. Une espèce de boucle d'événements comme ça. Comment le détecter, je ne sais pas trop. Mais l'alarme... ceci dit, quand l'alarme arrive, c'est déjà trop tard. A priori, tu aurais mis une alarme à 100, tu aurais reçu l'alarme. Voilà. Il faut pouvoir réagir immédiatement. Exactement. C'est le week-end dès que tu ne regardes pas tes emails. Exactement. C'est que quand on reçoit l'alarme, on va dire, c'est déjà... On va dire, on est déjà dans une situation peut-être un peu critique, mais au moins on peut réagir. Tandis que si on ne met rien, c'est la facture à la fin du mois qui... Heureusement que tu es repassé sur ta console le lundi. Tu aurais pu ne plus toucher à AWS pendant une semaine ou deux. Exactement. Et avoir $20 000 ou plus. Et la mauvaise blague, c'est que moi j'ai fait ça le 1er janvier. Donc au tout début du mois. Donc si j'avais laissé courir ça pendant un mois, ça aurait été 15-20 000 euros si je au même rythme. Au même rythme, ça aurait été 15 000 euros. En fait, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre des seuils d'alarme. Et c'est ce que je fais sur mon compte perso aussi. J'ai mon budget, je ne sais plus combien il est, mais c'est pas beaucoup. Mais j'ai déjà un seuil à 10% de mon budget. Et je sais que je vais recevoir ce mail le 5 du mois, le 6 du mois, j'ai déjà ce mail-là. Si je l'ai avant, c'est déjà un mauvais signe. Puis j'ai un autre mail à 50%, et puis un autre mail à 80%, de manière à être prévenu graduellement. Et si je reçois le mail 80% le 3 du mois, je sais qu'il y a un problème. Mais c'est globalement ce qui a été mis en place pour... Et vous pouvez faire ça au niveau de comptes individuels, et évidemment au niveau de l'agrégation des comptes également. Dans votre cas, vous utilisez organisation, donc c'est la vue facturation de tous les comptes. Oui, c'est ça. Rattaché à l'organisation. Une des questions que je reçois souvent, c'est pourquoi il n'y a pas un kill switch global et je suppose que tu te poses la question. Je me suis posé la question aussi. Donc un kill switch global, c'est quoi l'idée? C'est de dire, voilà, c'est un compte d'apprentissage. Je ne prévois pas de dépenser plus de 50 ou 100 $ par mois. Si j'arrive à cette limite-là, on arrête tout. Et au fait, la philosophie d'AWS, je ne suis pas en train de dire c'est une bonne ou une mauvaise réponse. C'est la philosophie d'AWS telle qu'elle est maintenant et telle qu'elle est depuis toujours, en tout cas toujours que je connais, c'est dire on ne peut pas se permettre d'arrêter des choses dans un compte client parce qu'il peut y avoir de la prod. Et puis ça veut dire quoi arrêter? Ça veut dire effacer des fichiers sur S3, ça veut dire effacer des bases de données. Si on fait un delete, une base de données RDS, on stoppe, enfin on efface vraiment les données. Si vous n'avez pas de backup, vous êtes mort. Donc ça, c'est une responsabilité qu'on ne veut pas prendre, et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce kill switch. Alors il y a des tas de gens chez AWS, et puis des gens qui en parlent aussi, qui nous disent oui, mais il y a un middle ground, il y a un terrain au milieu. On pourrait au moins mettre en pause. On stoppe les machines, mais on ne les termine pas. On stoppe les bases de données, mais on ne les termine pas. Donc il n'y a pas de données perdues, mais les machines sont arrêtées. Donc normalement, ça arrête l'augmentation de facturation. Quoique dans ton cas, ça n'aurait pas servi non plus. Enfin, cette boucle d'événements, c'est super difficile à détecter. J'aurais fait ça en semaine, je crois que je l'aurais vu dans l'heure. Certainement dans l'heure. Ici, concours de circonstances qui a fait que... Mais encore, je suis relativement... je m'en sors bien. Oui. Au final, je m'en sors bien. Mais leçon apprise, si on résume. Quand ça arrive, et j'espère que ça ne va pas vous arriver, j'avais presque envie de dire ça va vous arriver un jour, mais non, à moi ça ne m'est jamais arrivé, mais ça arrive à plein de gens, donc pas de panique, le support va être de votre côté dans l'énorme majorité des cas. Il y a un autre cas qu'on n'a pas évoqué là maintenant, mais qui peut arriver également, c'est pas ton cas, c'est le cas où on se fait pirater son compte. On a été victime d'une attaque de phishing quelconque qui a réussi, ou vous avez fait une erreur et vous avez une access key secret key qui se balade sur GitHub. S'il y a une access key secret key qui sont sur GitHub, elle va être trouvée. C'est pas une question de savoir est-ce qu'elle va être trouvée. Non, c'est en combien de minutes elle va être trouvée. Et je parle en minutes, pas en heures. Et là, il y a des gens qui vont rentrer sur votre compte pour démarrer des instances EC2 très chères, pour faire du Bitcoin mining et d'autres choses ou d'autres choses illégales. Donc ça peut arriver aussi. Dans tous ces cas-là, la première chose à faire, c'est prévenir le support.
toujours, et donc là, tu as eu le bon réflexe. Le deuxième cas, c'est changer la cause. Dans ton cas, c'était arrêter la boucle qui appelait Lambda, qui redéclenchait S3, etc. Si vous êtes piraté, c'est resetter les clés access key, secret key, changer les mots de passe, activer des one-time passwords si ce n'est pas déjà fait, et puis faire un audit, détecter qu'est-ce qui a changé. Il y a des services, il y a Resource Explorer notamment, qui vous permet de détecter les instances EC2, d'avoir une vue par région de toutes les instances EC2 et d'aller tuer tout ce qu'il faut tuer, tout ce qui n'est pas normal dans le compte. Ça, c'est pour éviter que la facture continue à grimper, comme tu l'as dit. Dans l'énorme majorité des cas, je répète, le support sera de votre côté, même si vous êtes fait pirater. En général, je ne peux pas m'engager, évidemment, n'allez pas prendre ce podcast pour dire ouais, c'est pas dit que, mais dans l'énorme majorité des cas, ça se termine comme dans l'histoire que tu as partagée avec nous, le support met de ce côté, et puis idéalement, mettez-le en place maintenant, mais si ça vous arrive, mettez en place les garde-fous dont on a parlé. L'essentiel, c'est l'alarme par mail ou par SMS sur la facturation, voire des scripts, on peut toujours avoir des scripts, et pour des usages plus avancés, je penserais aussi à des politiques. Tu parlais d'organisation. Dans l'organisation, il y a un truc qui s'appelle les Service Control Policy, les SCP, qui définissent en clair le maximum de permissions qu'un compte qui appartient à cette organisation peut avoir. Et on peut mettre des permissions qui interdisent l'usage de certaines régions, qui interdisent l'usage de certaines instances EC2, donc qui n'autorisent que des petites instances ou des choses comme ça. Il y aurait déjà moyen de faire beaucoup de protection, quoique de nouveau, dans ton cas, et disons que ça n'aide pas. Dans mon cas, c'était surtout la protection sur le billing qui m'a caché la vue pendant... Ça, c'est un bon point aussi, tiens. Ça veut dire, si vous avez plein de comptes attachés à une organisation, donnez au moins le droit en lecture au billing. Ça a été changé aussi. Donc maintenant, chacun voit son budget. Enfin, en tout cas, ce qu'il a consommé. Et c'est pas que pour se protéger de ce genre d'erreurs de config ou des attaques. Être conscient de son billing, c'est être conscient de combien on coûte. Et donc ça fait partie d'une démarche FinOps active. C'est d'avoir la visibilité sur les coûts d'abord. Si on n'a pas idée combien mes actions coûtent, je ne sais pas ce que je dois changer dans mes actions. Et c'était une discussion en interne parce que justement, moi je trouvais ça très intéressant de savoir combien je coûte sur ce que je fais. Bon, j'allais régulièrement sur le compte master un peu voir ce que je faisais. Parce que tu avais accès au compte master, mais tout le monde n'a pas. Oui, c'est parce que c'était ouvert à ce niveau-là et on est une équipe de confiance. Mais c'est clair qu'avec une vue au moins sur ce que je dépense et ce que je coûte, c'est intéressant de voir où on en est. Ça, c'est sûr et certain. Frédéric, je te remercie 1000 fois d'être venu parler de ce challenge. Merci pour l'invitation que tu as eu. J'espère que tu reviendras dans le podcast AWS en français pour parler des choses fabuleuses que vous faites avec vos clients. Avec un très grand plaisir. Quand vous aurez un use case que vous voudrez partager avec le reste des auditeurs AWS. Non, je te remercie parce que, et on en parlait en préparant ce podcast, en Europe, il y a une culture de la gestion d'erreurs qui n'est pas la même qu'aux États-Unis, chez Amazon, et dans beaucoup de boîtes américaines, on dit c'est en se plantant qu'on apprend. Et je fais plein de talks à des clients où on explique les grandes fêlures d'Amazon. On a lancé un téléphone il y a quelques années, on a lancé une place de marché avec des enchères pour essayer de faire la compétition à eBay il y a quelques années. Tout ça, ce sont des grosses erreurs qui nous ont coûté des milliards de dollars. Évidemment, la taille de la société permet des erreurs plus grandes aussi que pour les plus petites sociétés. Mais il y a vraiment une culture anglo-saxonne plutôt de dire se planter c'est normal, on fait 5 startups avant d'en avoir une qui réussit. En Europe, on est un peu plus frileux là-dessus. Je ne sais pas si c'est lié au système éducatif, à l'école, à l'échec, je ne sais pas. Mais donc merci d'en avoir parlé parce que ce genre de discussion, je pense, sera utile à plein d'autres personnes et c'est des questions qui reviennent très souvent. On apprend beaucoup de ses erreurs et là j'ai bien appris. et ça s'est bien terminé, il fallait le dire aussi. Oui, ça s'est bien terminé aussi. C'est pas catastrophique non plus. Et ça s'est bien terminé. Donc il y a eu cette note de crédit qui a effacé tout ça et puis les mécanismes qui ont été mis en place pour éviter que ça se reproduise. Frédéric, merci d'avoir été mon invité aujourd'hui dans le podcast AWS en français. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, vendredi matin, même heure, même endroit, même canal, même application. On parlera des nouveautés des 2 dernières semaines sur AWS. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.